Donc, rebonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici pour cette première conférence du Parcours Planète. Nous allons parler de comment on peut tendre vers le zéro déchet. Pour cela, aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Surfrider Foundation. Alors, Julien, vous êtes responsable du bureau Nouvelle-Aquitaine chez Surfrider. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que fait Surfrider, ses principales missions et Bonjour Claire, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Alors Surfrider, qu'est-ce que c'est? C'est une ONG environnementale qui a été créée en 90 sur la protection de l'océan. À la base, c'est quoi? C'est des surfeurs qui constataient tous les jours en fait, la dégradation du milieu de l'océan et qui se sont dit on va s'engager pour se battre contre cette pollution. Et depuis, on a un peu évolué et on travaille sur différentes thématiques. Celle qui nous vient à l'esprit et qu'on va traiter aujourd'hui, c'est celle des déchets. Mais on bosse aussi sur la qualité de l'eau, sur comment ne pas tomber malade, comment ne pas attraper différentes maladies quand on va se baigner, et sur le rôle que joue l'océan sur la dérégulation climatique, qui est aussi un enjeu contemporain, on en parle beaucoup dans les médias. Effectivement, moi, je suis responsable du bureau Bordeaux, donc on fait des actions en Nouvelle-Aquitaine, mais je suis aussi en charge de l'éducation et du coup, je travaille beaucoup avec des établissements type collège, ITEP, IME, et peut-être que j'ai déjà vu ici certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Merci beaucoup. Afin de rentrer directement dans le vif du sujet, on va vous proposer un petit quiz pour faire un premier constat finalement de quoi on parle exactement, pourquoi tendre finalement vers le zéro déchet et quel est l'état aujourd'hui de la planète. Si vous êtes sur Slido, vous pouvez aller dans l'onglet qui s'appelle Sondage, rentrer votre nom et mettre Participer si vous voulez participer en interaction au sondage. Est-ce que tout le monde l'a ? Question numéro 1. De quel matériau est composée la majorité des déchets aquatiques? Réponse 1, le papier. Réponse 2, le plastique. Réponse 3, la matière organique. Réponse 4, le verre. Il vous reste 10 secondes pour répondre. Bravo à toi, Julien. Bon, effectivement, là, c'était une question un peu d'échauffement, on va dire. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler des déchets dans l'océan et notamment du problème lié au plastique. On va y revenir tout à l'heure, mais juste un petit chiffre comme ça qui va parler très rapidement à tout le monde. Aujourd'hui, nous, dans les collectes de déchets qu'on fait sur les plages et au niveau mondial, on a une estimation, c'est 80% des déchets qu'on retrouve dans le milieu aquatique qui sont fabriqués en plastique à la base. 80%. C'est assez énorme et on va voir tout à l'heure comment on peut éviter ça. C'est un chiffre qui provient des Nations Unies, donc c'est pas seulement Surfrider qui le porte, mais c'est un chiffre international et global. Et nous, ça répond un peu à ce qu'on retrouve sur le terrain, quoi. Alors on va passer à la question suivante, même principe, vous avez 30 secondes pour répondre. Deuxième question, d'où viennent principalement les déchets aquatiques? Réponse 1, de la mer. Réponse 2, de l'intérieur des terres. Réponse 3, de la plage. Comment? On les laisse intervenir après en ouvrant le micro. Pour les pourcentages? Non, pour les pourcentages. Et la réponse est... Donc effectivement, là, c'était une deuxième question qui évoquait l'origine géographique des déchets qu'on retrouve. Et on était entre là, l'intérieur des terres et la plage. Et ben, malheureusement,
c'est l'intérieur des terres. Alors, juste pour compléter cette question, est-ce que vous avez une idée en termes de pourcentage sur les déchets qu'on retrouve dans l'océan? Là, je vous pose la question comme ça oralement. Vous avez une idée en termes de pourcentage, combien de pourcents de ces déchets viennent de l'intérieur des terres? Oui. 80 à 90%, là, on nous dit. Effectivement, l'intérieur des terres, c'est pareil, c'est un chiffre qui est porté par les Nations Unies. Et c'est 80% des déchets qu'on retrouve. C'est une modélisation au niveau international. 80% des déchets qu'on retrouve viennent de l'intérieur des terres. Est-ce que tu peux compléter peut-être la réponse en nous disant à peu près de la mer et de la plage, si tu sais maintenant que c'est 80%? Les déchets qu'on va retrouver dans la mer, c'est plutôt lié au transport maritime ou aux pêcheurs. Et après, de la plage, c'est les incivilités liées à des personnes qui laisseraient un pique-nique, par exemple. C'est ça. En fait, on a 10 et 10, plus ou moins. Donc très peu, très faible par rapport au reste. On reviendra dessus juste après, mais c'est exact. Alors, question suivante. Combien d'espèces marines sont menacées par la pollution aquatique? 74. Réponse 2, 693. Réponse 3, 815. Réponse 4, près de 3000. Et la bonne réponse est... La bonne réponse, du coup, c'était 815 espèces répertoriées comme menacées directement par cette pollution. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que parmi les espèces marines qu'on connaît aujourd'hui, et on ne connaît pas toutes les espèces marines, et parmi celles qu'on observe, on voit qu'il y a à minima 815 espèces. Et parmi ces espèces, il peut y avoir plusieurs individus. C'est-à-dire dans une espèce, il y a plusieurs individus, par exemple, de baleines qui peuvent être touchés. 815, c'est un chiffre qui est assez énorme déjà. Il faut juste savoir que sur les constats qu'on a fait entre 2000 et 2012, on est passé en 2000 de 200 espèces menacées sur l'année 2000 par la pollution. En 2012, on était à plus de 600 espèces. 693, c'est le chiffre qu'on avait noté. Et juste 5 ans plus tard, on en a répertorié 815. Donc c'est un chiffre, en fait, si on voit ça sur une courbe, c'est un chiffre qui est exponentiel et qui n'arrête pas d'augmenter. Et on va très certainement en retrouver de plus en plus. Là, on est en 2021, on ose peut-être prévoir qu'il y en a beaucoup plus. Voilà. On reviendra aussi dessus tout à l'heure et on approfondira. On va passer à la dernière question. Dernière question. Le logo qui s'affiche là sur votre écran, est-ce que ce logo signifie que le produit est recyclable? Oui ou non? Et la bonne réponse? C'est faux. C'est un logo qui est complètement trompeur. Alors je réponds et après je te passerai la parole. C'est un logo qui est complètement trompeur et je pense qu'on assimile au recyclage parce qu'il y a 2 petites flèches et en plus la couleur verte qui fait penser au green. Mais c'est pas du tout recyclable. En fait, je vous explique très rapidement. Si vous avez vos trousses là, si vous êtes venu avec vos trousses, vous pouvez voir les stabilos, les tubes de colle et tout. Tous ces objets-là, ils ont ce logo-là. En fait, c'est quoi? C'est une sorte de compensation pour les industries qui produisent des objets polluants et non recyclables. Ils sont obligés de donner une compensation financière, donc d'apporter de l'argent au circuit de tri et de collecte des déchets. Et donc en fait, ça signifie juste que l'entreprise qui produit cet objet-là file de l'argent au centre de tri et de collecte pour qu'on puisse recycler nos objets. Mais ça ne veut pas dire que cet objet-là, on peut le mettre dans la poubelle du recyclage. Alors des logos sur le recyclage, il y en a plusieurs et on va les voir là dans la présentation qui suit pour vous expliquer un peu comment ça marche.
on a fini le quiz et on va passer vraiment sur revoir un peu toutes les questions qu'on a vues et sur le constat, les conséquences et puis qu'est-ce qu'on va surtout pouvoir faire nous en tant que futurs citoyens et citoyennes. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc on va passer en effet à la présentation. Là, l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans le sujet, de mieux comprendre finalement pourquoi on va tendre vers le zéro déchet et surtout derrière, quelles sont les solutions. Parce que le but n'est pas juste de faire un constat en disant maintenant c'est comme ça et bon courage, mais aujourd'hui, comment on peut être un petit peu acteur sur ce sujet. Ok, c'est bon. On a résolu les petits soucis techniques. On a la presse juste en face. Alors du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'asso, elle a été créée par un groupe de surfeurs qui allaient tous les jours dans l'océan. Et depuis 90, nous, on œuvre sur la protection de ce milieu-là. Aujourd'hui, on parle des déchets. Et donc, c'est ce que je disais. On va faire un bref constat pour reprendre les données qu'on a vues avec le quiz là. Le plastique. On parlait du plastique qui était la première matière qu'on retrouvait dans les déchets aquatiques. Le plastique, il faut bien remettre dans le contexte pour savoir comprendre d'où ça vient et comment on en est arrivé là. À la base, le plastique c'est fait sur du pétrole, de la pétrochimie, et ça existe depuis le début du XXe siècle. En fait, on a réussi à transformer le pétrole dans cette matière depuis le début du XXe siècle. Et du coup, on est arrivé sur une matière qui était hyper malléable, qui était hyper légère et qui était surtout hyper transportable et sur lesquels on pouvait travailler avec des produits alimentaires dans le milieu de la santé, d'autres choses comme ça. Et du coup, ça a révolutionné notre société dans les années 60, à partir des années 60. La première des raisons pour laquelle on a surtout utilisé le plastique, c'est parce que ça coûtait pas cher du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en retrouve dans tous nos produits, quasiment tous nos produits. On s'en doute pas, mais on en a dans les cosmétiques, par exemple. Genre dans le dentifrice, dans les shampoings, dans les crèmes exfoliantes, vous savez, pour s'enlever un peu l'acné ou des choses comme ça. Et ben en fait, les microbilles qu'il y a à l'intérieur qui nous servent d'exfoliation, c'est du plastique. Et surtout, si à un moment donné, on porte un œil sur le rayon du supermarché et qu'on regarde ce qu'on achète, tout est aussi suremballé dans le plastique. Donc du coup, le problème aussi avec ce plastique, c'est que la plupart des objets qu'on retrouve, je ne sais pas si vous avez porté attention aussi à ça, c'est que c'est des objets qui sont à usage unique. Qu'est-ce que ça veut dire l'usage unique ? C'est que par exemple, quand j'utilise une paille en plastique, quand j'utilise une bouteille d'eau en plastique, quand j'utilise un coton-tige en plastique par exemple, je vais m'en servir, je vais boire par exemple la petite bouteille d'eau de 50 centilitres, je vais la boire et une fois que je l'aurai finie, je vais l'acheter. Quand elle va être jetée et qu'elle se retrouvera dans l'environnement, quel qu'il soit, hein, parce qu'il faut savoir que nos collectes de déchets, il y a deux finalités à notre poubelle, c'est soit ils sont enfouis, soit on les brûle, donc que ce soit dans l'océan ou enfouis. Ces déchets-là, derrière, ils sont indestructibles. Ils mettent des milliers d'années à disparaître, voire à ne pas disparaître, en l'occurrence pour le plastique. Et ça, c'est problématique. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a une autre problématique en plus au plastique, c'est que, je le disais à l'origine, c'est la pétrochimie qui l'a créé. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut pour faire du plastique ? Il faut du pétrole, du charbon ou du gaz. Et il faut extraire du coup ces combustibles fossiles. Et du coup, donc, on extrait ces matières-là, et ces matières-là, elles ont aussi une empreinte écologique non négligeable. Ce plastique-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça forme les déchets, et les déchets, on disait qu'à 80%, ça venait de l'intérieur des terres. Donc en fait, c'est réellement notre consommation humaine. On l'a dit, c'est à usage unique, et donc les déchets, ils viennent à 80% de l'intérieur des terres. Comment on les véhicule jusqu'à l'océan ? Est-ce que vous avez une idée ? Oui. Avec le vent, entre autres. Et du vent de Bordeaux, par exemple, ça ne va pas aller directement dans l'océan. Entre-temps, il y a
Il y a les cours d'eau, exactement. Les cours d'eau qui vont transporter ces déchets-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand je fume un mégot de cigarette, enfin, quand je fume une cigarette et que je jette le mégot sur le trottoir, et bah, ce mégot-là, s'il est balayé et qu'il est ramené dans le caniveau, derrière, il va se retrouver directement dans l'océan. Et c'est valable pour tous les objets qu'on jette par terre ici à Bordeaux, ils se retrouveront dans l'océan. C'est hyper important de savoir que en fait, notre consommation d'ici a une influence sur l'environnement marin. Ces déchets derrière, on n'en a pas pris conscience tout de suite parce que la majorité, c'est ce qu'on voit sur le graphique ici, ils coulent. En fait, c'est très simple. À un moment donné, il y a une espèce de film qui se met autour d'une bouteille, par exemple, puis des coquillages, des crustacés, etc. Et là, il prend du poids et il va couler au fond de l'océan. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas aperçu du problème tout de suite. Et que là, on voit réapparaître en fait, des déchets qui sont des origines des années 60, quoi. C'est quoi les conséquences de tous ces déchets, du coup, sur, par exemple, sur l'environnement marin, sur la biodiversité? Alors, on disait tout à l'heure qu'il y avait 815 espèces qui étaient menacées directement, répertoriées. Comment ça se passe? Il y a différents types d'impacts. Soit les déchets qui coulent, ils vont aller au fond de l'océan. Et du coup, en fait, dans l'océan, vous avez, pour produire de l'oxygène ou même autre, vous avez des contacts, des échanges. Et s'il y a, par exemple, un tapis de bouteilles plastiques qui est au fond de l'océan, il n'y a plus ces contacts qui se font. On a entendu parler de la barrière de corail qui se meurt par rapport à la dérégulation et au réchauffement climatique. En l'occurrence, c'est vrai, mais parfois aussi, c'est parce qu'il y a des déchets qui tapissent le fond des océans. Et des déchets, on en a retrouvé dans la fosse des Mariannes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fosse des Mariannes, mais c'est le point le plus profond de l'océan. C'est 11 km. On a envoyé des sous-marins, et là, on s'est aperçu qu'il y avait quoi? Des bouteilles d'eau, des emballages bonbons et des choses comme ça. Pour vous donner une idée, un ordre d'idée, il y a plus d'hommes, il y a même plus d'êtres humains qui sont allés sur la Lune que d'êtres humains qui sont allés au fond de l'océan. Pour autant, on retrouve notre empreinte à ces endroits-là. L'asphyxie des fonds marins, il y a autre chose aussi qui est un peu technique, c'est le transport des espèces invasives. En fait, le déchet il flotte très facilement et du coup peut se fixer, par exemple, des bactéries ou des choses comme ça, et qui vont aller contaminer d'autres écosystèmes. Donc par exemple, une bouteille d'eau, c'est imagé, très imagé, mais une bouteille d'eau qui va partir des Caraïbes avec des espèces tropicales et qui va arriver à Marseille, et ben en fait ces espèces elles vont être relâchées à Marseille et elles vont contaminer en fait nos eaux méditerranéennes. Ça c'est un danger parce que ça provoque l'extinction d'une biodiversité. Et deux autres choses qu'on a vues, je pense, dans les magazines et dans les médias, c'est l'ingestion. Donc en fait là, par exemple, la photo de l'oiseau ou l'entremêlement, dû notamment beaucoup aux filets de pêche, ce qu'on appelle le ghost fishing. C'est tous les filets de pêche qui sont un peu délaissés dans l'océan parce qu'ils ont été accrochés sur le fond. Et du coup, qui vont provoquer des blessures ou des entremêlements. On voit là le phoque ou la petite tortue. La petite tortue, c'est une image parlante. C'est que très certainement, au moment de sa croissance, elle s'est entremêlée dans cet objet-là, qui est en fait un truc pour porter les canettes. Et qu'en fait, dans sa croissance, elle a été prise au piège et elle n'a pas pu se développer correctement. Ça veut dire quoi derrière pour elle? Ça veut dire qu'elle ne peut plus se reproduire correctement, elle ne peut plus se déplacer correctement, elle ne peut plus communiquer avec ses congénères correctement. C'est très difficile. Alors Julien, je suis désolée, je t'interromps. Il va falloir accélérer. Non, mais comme on a parlé beaucoup des impacts, peut-être revenir sur... C'est des questions qui reviennent beaucoup sur les solutions, les moyens qu'on a pour préserver. Et je te laisse 5 minutes. Très bien. Et c'est la conclusion du coup du propos. Ces déchets-là, on l'a dit, ils sont 100%, ils proviennent 100% de l'être humain. Donc c'est à nous toutes et toutes d'agir, puisque c'est à nous toutes et toutes c'est nous toutes et tous qui avons la solution. Quelle solution est-ce qu'on connaît? Il y a une des solutions dont on a parlé qui est le recyclage, mais avant de parler du recyclage, moi j'aimerais parler de deux autres choses. C'est la règle des 3 R, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Le premier R, c'est réduire, refuser. C'est-à-dire que quand on arrive dans un supermarché lambda, par exemple, et qu'on a devant nous les rayons avec des produits emballés, eh ben on va refuser ces produits qui sont suremballés de plastique. Et du coup, on va aussi travailler sur notre mode de consommation
et du coup chercher à consommer le plus juste possible sans jeter. Si jamais vous avez des restes, vous avez toujours des restes au niveau organique qui peuvent partir dans le compost et que vous pouvez revaloriser. La deuxième chose avant le recyclage, c'est la réutilisation ou le réemploi. Et là, je pense que je m'adresse à une génération qui connaît déjà les circuits. Pour le réemploi, au lieu d'acheter du neuf, on peut acheter de l'occasion. Vintage, je pense que tout le monde connaît, Le Bon Coin et autres. Et c'est idiot, hein, mais on ne va pas acheter du neuf, on va acheter de l'occasion. Et on va réemployer de l'occasion. Mais avec des vieux t-shirts, on peut aussi faire des tote bags, par exemple, pour après aller au marché ou pour après aller acheter du vrac et éviter d'utiliser des sacs ou des poches plastiques. Et puis, il y a toute la vibe de do it yourself, le DIY, où on peut faire nos cosmétiques, où on peut faire nos objets comme des taïwashi, des éponges et des choses comme ça. Je pense que vous connaissez déjà. Sur YouTube, il y a plein de tutos pour faire ça. Et c'est déjà une démarche environnementale. Puis enfin, on parlait du recyclage et des différents logos. Alors nous, on a vu cette espèce de logo trompeur, mais il y en a 3 autres sur lesquels il faut rester informé. Il faut bien se renseigner sur les différentes matières qu'on peut recycler. Le premier logo, c'est le Triman. C'est ce qui indique qu'on peut recycler nos objets à cet endroit-là. Le deuxième logo, c'est l'anneau de Mobius. Là, ça veut dire que vos produits, ils sont soit en matière recyclée, soit ils sont recyclables. Et il y a un dernier logo aussi. Voilà. Il y a un dernier logo, cette petite poubelle, je pense que vous l'avez déjà vu, derrière les smartphones et tous les produits électroniques. C'est en fait les objets électroniques qu'on va stocker à un endroit particulier parce qu'il y a des matières potentiellement dangereuses. Et ça, vous ramenez ça généralement soit sur les supermarchés de bricolage ou autres. Dernier petit point, et vous ne faites pas avoir avec ça, parce que là, on parle de recyclage et de revalorisation. Quand vous allez au supermarché et que vous voyez sur le rayon fruits et légumes ces nouveaux sacs plastiques, ces poches plastiques qui sont proposées et qui sont dites bio-compostables, bio-plastique, biodégradables, faites bien gaffe parce que ça, c'est pas du biodégradable, c'est du plastique de base. C'est juste qu'on a détourné un peu la norme et on a créé un plastique plus fin et vous pouvez le mettre dans le compost, il ne va pas du tout se biodégrader. À la base, effectivement, il a été sourcé avec des matières végétales, mais c'est la même résine plastique qu'on a classique. Et quand ça va se dégrader, ça va faire des microparticules qu'on va plus voir dans l'environnement et qui vont être autant contaminantes et autant polluantes que le plastique classique, puisque c'est du plastique. Merci beaucoup. Juste un petit point chrono. Est-ce qu'il nous reste quelques minutes pour prendre les questions ? Oui, quelques minutes assez rapidement. Moi, j'en ai déjà une. Mais pouvons-nous réellement vivre sans le plastique ? Comme vous l'avez dit, il y en a partout, dans le dentifrice, etc. Alors, pour répondre à cette question, oui, on peut vivre sans le plastique puisqu'on a déjà vécu sans le plastique. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des nouvelles matières qui permettent de remplacer le plastique. Mais finalement, c'est juste revenir en arrière. Moi, j'avais un exemple ici très concret. La bouteille plastique qu'on a toutes et tous à table à manger, sur la table à manger, elle peut être remplacée par des bouteilles en verre. Facile. Et si vous voulez transporter ce liquide avec vous, plutôt que d'acheter des petites bouteilles plastiques, vous avez une gourde. Donc ça, c'est des matières qui peuvent remplacer très facilement le plastique. Et puis, il y a plein d'autres alternatives qui existent. C'est ce qu'on disait, le sac plastique, on peut le remplacer par un sac en tissu, etc., etc. Si vous voulez, on va peut-être prendre les dernières questions et on pourra approfondir sur les alternatives. Allez-y et appuyez sur le micro. Comment on crée le plastique et les déchets ? Comment c'est créé ? Je reviens sur ce que je disais à la base. En fait, le plastique, c'est ce qu'on appelle un polymère, donc un assemblage de molécules, des molécules souvent de carbone, qui sont issues des énergies, des énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz. Et donc, c'est la chimie qui a permis de créer cette matière-là. Et cette matière, elle est plus ou moins, si tu veux, souple. Il y a différents types de plastique. Il y a 7 catégories de plastique. Au final, les 2 seules catégories qu'on peut recycler, et pas ad vitam aeternam, c'est juste une fois avec une bouteille d'eau, par exemple, on peut refaire une demi-bouteille d'eau. Il va falloir quand même rajouter du plastique primo-sourcé, c'est-à-dire extrait du pétrole.
Mais à la base, c'est ça, c'est de la chimie. Et c'est un mélange de molécules qui forme cette résine un peu. Je vous propose peut-être la dernière question. Et sachant que Julien, tu as un stand, donc il sera là aussi toute l'après-midi, côté bibliothèque et dans la salle cafétéria. Exactement. Donc si vous voulez qu'on se retrouve juste après, on est en bas. Oui. Allez-y. Par an, combien y a-t-il d'animaux morts par les déchets? Combien y a-t-il d'animaux morts liés aux déchets? Alors, c'est difficilement estimable parce que ça veut dire qu'il faudrait comptabiliser et faire une autopsie de tous les individus. Donc, c'est une modélisation. Mais on estime qu'il y a 100 000 mammifères, par exemple, qui meurent chaque année en lien avec les déchets. Mammifères en général dans l'océan. Sur les animaux, ce serait hyper difficile parce qu'on a des animaux microscopiques, donc on ne peut pas savoir. Et un point dont j'ai oublié de rappeler, c'est qu'une fois que le plastique il est dans la chaîne alimentaire, il y a un impact qui est non négligeable sur l'espèce humaine. C'est que nous, on est le dernier maillon de la chaîne alimentaire et qu'en fait, on récupère toute cette accumulation de plastique. Donc quand on mange des huîtres sur le bassin d'Arcachon ou quand on mange du poisson, ou même quand finalement on boit dans cette bouteille d'eau en plastique, eh ben on ingère des microparticules, nous aussi, de plastique. Et ça, il y a peu d'études aujourd'hui qui arrivent à démontrer l'impact sur la santé humaine concrète et les différentes maladies qui sont engendrées par ça, et surtout le nombre particulier d'individus qui sont menacés. Bon, merci beaucoup. Peut-être juste en conclusion, dire comment on peut faire partie de Surfrider pour ceux qui voudraient... Alors, ceux qui voudraient rejoindre l'association et qui voudraient mener des actions avec nous, eh ben, c'est très simple. Ici, il y a un groupe local, une antenne bénévole, sur lesquelles vous pouvez vous greffer et mener des actions, différentes actions. Et puis si, entre potes ou avec votre famille, vous voulez faire des collectes de déchets, par exemple, il y a un site qui s'appelle les Initiatives Océane. Et on vous drive très facilement. En fait, vous pouvez organiser ou rejoindre une collecte qui est déjà organisée. Et on vous envoie tout le matos. Et on vous délivre un peu tous les contenus pour si jamais vous avez besoin de faire des demandes administratives ou autres. Donc c'est les Initiatives Océane. Et vous serez sur le littoral ou sur les rivières ou les lacs, n'importe. L'idée, c'est de collecter ces données-là pour nous les ramener après, pour qu'on ait un échantillon vraiment de ce qui se passe. Voilà, si vous voulez un geste simple, la collecte de déchets. Merci beaucoup. Désolé, on va arrêter là les questions parce qu'on est pris par le temps, mais vous pouvez garder vos questions et venir nous les poser juste après. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, Julien. C'était très intéressant et merci pour toutes ces solutions. Merci. Je te laisse le mot de la fin. Oui, j'allais dire merci à vous. Merci d'avoir rejoint cette conf sur la planète. Et voilà, vous êtes la génération future et donc vous avez vraiment les clés de ce qui va se passer demain et c'est vous qui pouvez agir. Donc, on espère, on a beaucoup d'espoir sur vous. Si vous voulez continuer à en parler, on est en bas sur la salle Planète. Oui. Belle fin de journée. Merci.